Elles bâtissent la ville, la transforment, la rêvent. Bienvenue dans Les Bâtisseuses, un format qui fait dialoguer celles qui font la ville. La fabrique urbaine sans effacement et sans dépossession est-elle effectivement possible? Cette question interroge les conditions d'une transformation urbaine qui respecte la mémoire des lieux et des habitants, en particulier à travers des enjeux de réhabilitation et de logement social. Elle met en lumière les stratégies qui permettent de concilier impératif écologique et justice sociale afin de construire une ville plus inclusive et durable. Nos invités agissent précisément sur ces outils. Elles transforment l'existant sans effacer, réhabilitent plutôt que de raser et cherchent à retisser du lien là où il a été distendu. Avec leur approche complémentaire, l'une met en avant le logement social comme levier d'inclusion et d'innovation, tandis que l'autre fait de la reconversion des espaces vacants un moteur de revitalisation et de cohésion urbaine. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui, qui est la fabrique urbaine, est-elle possible sans effacement et sans dépossession de nos jours? Nous avons à cette occasion la chance de recevoir et l'honneur de recevoir Delphine Valentin et Samia Sewan. Delphine, tu es directrice générale d'IDF Habitat, bailleur social qui œuvre pour le logement social depuis 70 ans. Au travers de tes responsabilités, tu défends l'idée que le logement social n'est pas seulement une réponse à la crise, mais surtout un levier, un véritable levier pour défendre la dignité humaine. Au travers de tes grandes opérations de réhabilitation, tu démontres que, justement, on peut transformer sans effacer, d'améliorer sans déposséder. Et pour tous tes projets, ta préoccupation est de mettre l'habitant au cœur de tes projets. Bienvenue. Samia, tu es élue déléguée à l'habitat, à l'urbanisme et à l'aménagement à Noisy-le-Sec. Dans cette ville marquée de fortes dynamiques de mutation, tu portes une vision politique de la ville et tu fais de la reconversion des espaces vacants et des choix d'aménagement un outil de revitalisation et de cohésion sociale. Bienvenue à toi. Merci. Vos parcours sont différents, mais vos convictions se rejoignent. Vous pensez la ville autrement, avec et pour ses habitants, et faire à chaque projet urbain une opportunité de créer du lien, d'accueillir et de construire des quartiers vivants et durables. On a l'habitude de commencer cette émission avec un icebreaker. Donc, je commencerai par Delphine. Une petite question. Est-ce que tu peux nous faire part d'une compétence qui ne figure pas sur ton CV? Alors, mon fils dirait pilote de rallye, mais bon, c'est pour rigoler. Je dirais peut-être bricoleuse. Je suis très manuelle, donc j'aime bien faire des choses, décorer, bricoler, jardiner. Voilà, ça me fait beaucoup de bien aussi. Terrain. Ouais, terrain. Et puis c'est un peu ma formation initiale. J'ai fait art plastique option photo. J'aime faire de la photo. J'aime bien créer globalement. Donc voilà. C'est peut-être ça, la compétence qui est pas sur le CV. Oh bah super. Et Samia, quelle est la plus grande leçon que tu as tirée de ton premier job? Alors mon premier job, de tête, c'était à 15 ans. Et j'ai eu un premier job parce que je suis issue d'une famille très nombreuse dans laquelle une seule personne travaillait. Donc, on était 11 enfants, les parents, et il y avait que mon papa qui travaillait. Et je me disais, mais un jour, j'ai pris conscience et je me suis dit, mais c'est quand même fou qu'une seule personne travaille pour nourrir, s'occuper d'une famille aussi nombreuse. Et en quelque sorte, j'ai voulu décharger mon papa de cette responsabilité. Et donc, j'ai décidé d'aller travailler. Ce qui a, bien sûr, été très mal vu, parce que ça signifiait que mon papa n'avait pas la capacité de... Ça était un peu interprété comme ça. Mais pour moi, c'est un véritable... je me disais, mais c'est formidable, je vais pouvoir... ça va aider papa, etc. Et
la leçon que ça m'a vraiment procuré, c'est de découvrir en fait l'autonomie financière et de me dire, en fait, j'ai mon argent, je suis pas obligée de demander à quelqu'un, je peux en faire ce que je veux et je suis libre de faire ce que je veux. Et en fait, je gagnais pas beaucoup, je faisais du babysitting. Mais voilà, c'est très bien, ça a été tout mon à fait. premier job et ça a été la première source de revenus qui m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance de l'indépendance financière. Dans cette séquence, j'aimerais que l'on réfléchisse sur deux notions. Lorsqu'on parle de transformation urbaine et de dépossession, la mémoire de la ville et le droit à y rester. Pour vous, c'est des notions qui s'associent souvent, qui se confondent même. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Delphine. La mémoire de la ville, alors, c'est beaucoup de choses, la mémoire de la ville, mais c'est l'histoire, d'abord. C'est les habitants qui l'ont faite. C'est les figures qui l'ont faite. C'est aussi un petit goût de Madeleine de Proust. La mémoire, c'est notre mémoire aussi. C'est les lieux où on a grandi. Oui, c'est l'histoire. C'est ce qui nous constitue aussi la mémoire d'une ville. C'est un peu nos racines. C'est comme ça que je le vois. Après, le droit à y rester, ça c'est c'est autre chose. La ville, elle se transforme et pas toujours pour le bien des populations qui y sont. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants des villes qui grandissent ont de plus en plus de mal à y rester parce que ils n'arrivent pas à se loger, parce que ça devient de plus en plus cher. Donc c'est aussi le droit à y rester, c'est aussi choisir, c'est les parcours de vie choisis, donc les parcours résidentiels, nous on dit les parcours résidentiels choisis, c'est-à-dire je veux rester, je dois pouvoir y rester, donc je dois pouvoir m'y loger. Donc c'est ça le droit à y rester, à s'y sentir bien, à s'y sentir toujours chez soi et accueilli et bienvenue. Tout à fait. Et justement, Samia, est-ce que pour toi, ça ne recouvre pas des notions comme gentrification, comme banlieue rouge Alors oui, parce que Delphine a raison. La mémoire, c'est l'histoire de la ville, mais c'est l'histoire de son économique, culturel, des populations au fil des années qui sont passées sur. C'est le croisement en fait des gens qui sont venus, qui sont repartis, mais c'est aussi et surtout à l'origine un développement économique, une nature d'activité. Je prends l'exemple de Noisy. On a Noisy a longtemps été une ville maraîchère où on avait donc des propriétaires terriens qui cultivaient, qui ont fait évoluer leur métier, qui ont vendu sur le marché, qui ont vendu au hall, qui ont vendu voilà. Mais c'était une grosse activité. Cette activité, elle est partie sous la pression urbaine en fait, du besoin de construire. Elle est partie. On a eu aussi une grosse époque cheminote avec une véritable histoire. Noisy, et je prends l'exemple de Noisy parce que c'est celui que je connais le mieux, mais on a vraiment, c'est un nœud ferroviaire qui est extrêmement important, notamment au moment de la dernière guerre. Ce sont des familles entières de cheminots et de cheminotes qui sont venus s'installer et qui sont partis dans le cadre du parcours résidentiel. Ils ont changé de vie, ils sont allés travailler ailleurs, l'histoire de la ville, enfin la mémoire de la ville, c'est ça. Et on voit bien au fil des décennies que les gens sont venus, se sont installés, leurs enfants sont restés, eux sont partis, et ça s'est renouvelé comme ça. L'histoire de la banlieue rouge, elle est claire dans une mémoire justement de notre de l'Île-de-France, et elle témoigne effectivement
du passage de ces personnes, de ces familles, de ces activités, de ces luttes aussi, hein, parce que c'est pas un hasard si on l'a appelé la banlieue rouge, et de se comporter justement les gens de ces banlieues rouges. C'est-à-dire que ça a été de vrais combats. Quand on voit par exemple la question des transports, où les territoires, enfin certains territoires n'en avaient absolument pas, et ça a été une véritable bataille chez les gens. Ils ont porté la nécessité d'avoir des développements de transports collectifs pour pouvoir aller travailler ailleurs, pour pouvoir aller aller au cinéma, se promener à Paris, enfin peu importe. Donc il y a des véritables, et la banlieue rouge, elle a vraiment porté des notions de solidarité, de social, de fraternité, de commun. L'histoire a fait que, voilà, ça a changé, et puis je m'étendrai pas trop là-dessus. Et du coup, quand on parle de banlieue rouge et qu'aujourd'hui on parle de gentrification, c'est la pression de la construction et du besoin de logement qui fait qu'à un moment, comme toujours, hein, on a été obligé de réduire les terres agricoles pour construire. On a été obligé de détruire, on nous a intimé l'ordre de détruire des logements qui avaient été construits effectivement à une époque selon des règles, ne serait-ce qu'en termes de confort thermique, hein, qui n'étaient pas du tout celles qu'on a aujourd'hui. On a détruit, dans le cadre du renouvellement urbain, on a reconstruit, et en fait, le droit à y rester, il se pose pleinement à ce moment-là. Mais il se pose pleinement parce que ce travail de démolition, reconstruction, si on ne parle que de ça, il s'est fait de façon totalement verticale. C'est-à-dire que les élus à l'époque n'y étaient pas du tout associés. Les décisions sont tombées de l'État, c'est une politique d'aménagement du territoire, enfin, voilà, et il a fallu s'exécuter. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des gens qui, malgré leur désir de rester, n'ont pas pu rester. Mais c'est pas rester pour rester, c'est rester parce que là où ils y vivaient depuis 30, 40 ans. Leurs enfants, ils sont nés, ont grandi, continuaient d'y vivre. Leur réseau social, leur réseau familial, amical est là. Et on a été... ils n'ont pas pu rester. Et c'est dans ce sens-là que moi je me dis le droit à y rester, il est légitime à partir du moment où on accompagne les gens et qu'on leur explique comment ça va se dérouler et qu'on leur laisse cette possibilité. Malheureusement, ça s'est pas fait comme ça parce que quand on détruit pour reconstruire, ce qu'on reconstruit est quand même plus cher que ce que on a, voilà, malheureusement, ce qu'on a détruit. Et donc c'est comme s'il était destiné. Et c'est là où je trouve qu'il y a quand même un vrai sujet une vraie préoccupation, comme s'il ne leur était pas destiné, mais destiné à quelqu'un d'autre. Et c'est là où, à mon sens, le droit d'y rester se pose complètement. Et à tous les niveaux, hein, parce qu'on voit aussi sous l'effet de la pression d'urbanisation, on voit qu'il y a des quartiers entiers aujourd'hui de pavillonnaires qui sont en train de subir la même chose à un autre échelon, parce que les propriétaires de pavillons, eux, pour le coup, peuvent récupérer quelques deniers importants pour pouvoir aller vivre ailleurs, mais ils n'ont pas le choix. Quand il y a un promoteur qui commence, ça fait un espèce d'effet domino, et puis voilà, et on détruit des pans entiers comme ça de zones pavillonnaires, faubouriennes, qu'il est vraiment dommage parce que ça nuit véritablement à nos banlieues rouges, enfin à nos quartiers, à nos banlieues et à tout ce qu'on y a apporté pendant des décennies. Si je peux me permettre, les politiques publiques, elles sont pensées pour les gens et pas avec les gens. Et la banlieue rouge, c'était faire aussi avec les gens, ce que dit Samia. Et puis ça a été des terres d'accueil. Donc avec une mixité sociale, d'origine extraordinaire, avec une richesse extraordinaire. Il y a eu d'autres problématiques qui sont greffées à ça, mais c'était ce qui était extrêmement fort, c'est que c'était pour et avec les gens. Il y avait des solidarités, effectivement, et on réfléchissait. Ce qui s'est passé, ce qui s'est délité un peu, c'est ça, c'est de travailler avec les gens.
et à tout niveau, je pense. Et peut-être que notre sensibilité aujourd'hui, nous, dans ce qu'on fait, c'est que on est aussi soucieuse de redonner la parole. Et c'est pas évident de redonner la parole parce que les gens la prennent pas forcément. Donc il y a tout un chemin à faire. Faut prendre le temps. Faut être un peu à contre-courant de la société aujourd'hui, c'est prendre le temps. Sans prendre le temps, on fait pas des politiques publiques avec les gens. Il faut prendre le temps de la faire. Et puis redonner la parole aux gens quand on les en a privés pendant si longtemps a forcément généré de la frustration, quelquefois de la colère et le sentiment de n'avoir jamais été écouté. En tout cas, pendant longtemps, on ne les a pas écoutés. Et puis subitement, on vient et on leur dit on va vous écouter, dites-nous de quoi vous avez besoin. Ça se fait pas comme ça. Et puis la question, c'est peut-être pas savoir forcément de quoi ils ont besoin, mais comment ils voient les choses, comment ils veulent participer. C'est, à mon sens, plus comme ça. Et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, nous, on arrive et on est totalement empreinte de ces méthodes de concertation, d'association des populations qui sont soumises à ces mutations. Mais quand on nous a privés de parole pendant si longtemps, c'est compliqué. Justement, Delphine, toi qui es justement qui porte des projets de réhabilitation, de transformation depuis plusieurs années, est-ce que tu peux nous faire part d'un projet aujourd'hui que tu portes fortement, qui est un peu l'image ou je dirais l'exemple qu'on aimerait aujourd'hui voir développer dans les villes? Alors c'est pas évident parce que entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire, mais bon, il faut tenir le cap. Je pense que on a un beau projet au cœur de la ville de Fontenay, mais c'est pas celui-là que je vais prendre, même si c'est un très très beau projet avec une belle ambition et avec un beau partenariat avec la ville. Je vais prendre plutôt celui de Champigny-sur-Marne qu'on commence actuellement, qui est sur un quartier prioritaire ville, donc le quartier des Mordacs, donc 478 logements pour IDF Habitat, mais il y en a plus, parce qu'il y a Paris Habitat, il y a 3F, etc. Donc c'est un quartier populaire, tel qu'on les connaît, construit dans les années 50. Donc c'est un quartier donc avec des grands espaces extérieurs, avec qui sont bien plantés, il y a des arbres, etc. C'est assez agréable. C'est des bâtiments, c'est des grands logements. Donc on s'est dit, d'abord il faut donner du confort thermique, donc confort d'été, confort d'hiver, et puis construire avec les habitants la réappropriation des espaces extérieurs. Donc essayer de créer des espaces qui allient envie d'y être, envie d'y habiter, envie d'y échanger, envie d'y voir les enfants jouer, envie de s'y sentir bien, un peu des îlots de fraîcheur aussi. Créer des espaces pour échanger, créer des espaces aussi de solidarité, de vie tout simplement. Donc c'est un peu notre ambition. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce que, bien sûr, on fait appel à des consultants qui sont amenés à nous accompagner, donc avec des maîtres d'œuvre, avec des bureaux d'études, avec des maîtrises d'œuvre urbaines. Mais on s'aperçoit que même avec certains de ces professionnels, je vais pas dire tous, mais la plupart, on a perdu en capacité à associer. On ne sait plus travailler avec les populations. Et on s'est vu là dernièrement confronté au fait que on n'avait pas le résultat attendu. Donc ce qu'on a fait, comme on est très soucieux de ce projet-là, c'est que on a travaillé avec les administrateurs et une partie de la direction générale pour justement reconsidérer le travail avec les habitants et puis revenir vers eux avec des choses un petit peu mieux pensées pour mieux prendre en compte leurs paroles,
tout en posant le cadre. Parce qu'on sait très bien que dans le cadre de ce type de concertation, on ne donne pas la parole en disant dites-nous ce que vous voulez et voilà, il faut guider, il faut aider, il faut donner la possibilité de dire ce qu'on a envie et de dire ce qui est possible, ce qui est pas possible, donner un cadre et dire pourquoi, et expliquer et accompagner, expliquer, échanger, débattre. On peut ne pas être d'accord, on trouve des solutions. Voilà, c'est toujours la problématique, c'est vraiment de ça c'est ça qu'on voulait vraiment faire, c'est débattre avec les gens, construire avec eux, dans un cadre quand même contraint, mais avec des possibilités de faire. Et c'est pas simple, mais on continue à le faire. Et donc j'espère que ça va être au final un très beau projet. J'en suis sûre que ça en sera un. On en parlera alors, Voilà. avec grand plaisir. Super. Sania, toi aussi, tu as porté des projets emblématiques à Noisy-le-Sec. Durant ces 5 dernières années, quel serait celui qui serait le plus engageant, le plus marquant et qui ferait état un peu de toute cette mixité, cette vision vivante de la ville et durable que tu cherches à chaque projet? Alors, je suis un peu comme Delphine, j'hésite entre deux. Je crois que le plus marquant, ça a été le travail qu'on a réalisé pour définir le projet stratégique urbain pour les 10 ans qui viennent. Grâce à ce document stratégique que nous avons, quand on est arrivé, il n'y en avait pas. Donc on était sur de la construction au coup par coup, sans véritable réflexion de ce qu'est une ville, des villes limitrophes, de l'appartenance à Est Ensemble, à l'EPTS Ensemble, enfin dans sa globalité. Donc on était davantage sur des... Voilà. Et en fait, quand vous regardez la ville, quand vous réfléchissez à ce qu'elle doit devenir ou ce que vous avez envie d'y faire ou de quoi ont besoin les habitants, le tissu économique ou associatif, à un moment, faut se poser, faut regarder qu'est-ce qui est en train de se passer. On voit bien que sur les villes, il y a les fameux transports collectifs qui arrivent, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qui sont en train d'émerger. Et donc, on s'est dit, on va se poser. On va travailler avec la population pour comprendre la ville avec eux. Parce que Delphine dit quelque chose qui est très important, c'est que la concertation ou la consultation de la population, moi je suis convaincue que pour que les gens, les habitants, puissent s'exprimer, ils doivent d'abord avoir une connaissance minimum. Ils doivent savoir de quoi on parle, enfin connaître, pour comprendre et pour après, éventuellement, enfin comprendre les orientations vers lesquelles on peut aller ou pourquoi on de façon à donner un avis et puis peut-être faire même des propositions. Et ce travail de l'étude qu'on a mené pendant 1 an et demi, presque 2 ans, eh bien, nous a permis de consulter, bien sûr, les quartiers, dans tous les quartiers, mais quand on consulte les quartiers, on explique le quartier, on dit, voilà, ce quartier, il était comme ça, il y avait ça, et avec le temps, avec les événements, avec l'arrivée de telle population ou d'autres, voilà, ça a bougé. Peut-être qu'on n'aurait pas voulu que ça se passe comme ça, mais c'est un fait. Et donc, aujourd'hui, on est obligé de s'interroger sur son devenir, sur les besoins notamment en termes de logement, alors de logements sociaux, mais d'accession sociale aussi, parce que c'est un besoin qu'expriment les gens. Et donc, on a fait ça dans les quartiers, on a fait ça dans les écoles, on a fait ça, ça a pris du temps, dans les collèges, et c'est ce qui a permis, à un moment, de dessiner justement cette trajectoire et de se dire, voilà, vers quoi on va aller et dans quelle temporalité on va aller, quel quartier on va pouvoir peut-être investir davantage pour répondre à un besoin précis, qui est par exemple celui des aspects du cadre de vie. Je veux dire, il y a des environnements autour de résidences qui sont complètement détériorés, qui n'ont plus d'usage, qui n'ont plus de fonction parce qu'ils sont plus verts, il y a des paves, il y a des tas de choses qui finalement empêchent. Et c'est tout ce travail qu'on a fait que j'ai trouvé, moi, passionnant, parce que on parle avec les gens. Et quand on parle avec les gens, d'abord, on les écoute.
Mais quand on les écoute, on peut, alors pas traduire, mais les amener à voir les choses avec par le prisme du professionnel potentiellement, de l'élu, de l'enfant. Et donc, on croise tout ça, on mélange tout ça, puis là, on s'aperçoit qu'effectivement, on peut avoir de bonnes idées, qu'il faut les développer, qu'eux aussi peuvent en avoir de bonnes, mais que c'est pas toujours simple de les développer, parce que c'est un peu la difficulté. Mais c'est cette rencontre qui doit nous amener à l'acceptabilité des projets. Et je crois que c'est vraiment la plus grosse difficulté, c'est l'acceptabilité des projets, parce que un projet, quand il se construit, la plupart du temps, les gens me disaient, mais en fait, c'est pas pour nous, quoi, en fait. Ce sera jamais pour nous. Non, mais en fait, c'est ça. Ce sera jamais pour nous. Et donc, ça peut être pour vous. Aujourd'hui, on peut pas le déterminer, mais en tout cas, dans les options que nous avons prises, c'est du logement libre, c'est du logement social, donc il y aura cette ouverture pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre et que ce soit de l'abordable. Mais c'est ça la difficulté. Moi, les gens, ils me disent, en fait, quand on voit toutes ces constructions, pourquoi nous, on n'y a pas accès? Donc, c'est tout ce travail qu'il faut m'apporter avec beaucoup d'échanges, d'écoute, mais d'explications. Je veux pas être maîtresse d'école, mais il faut appeler un chat un chat. Quand vous dites, ben voilà, moi, je prends l'exemple d'épave. Moi, je trouve que pour moi, c'est une hérésie. En termes d'urbanisme, je trouve que c'est une hérésie. Mais au-delà, quand on y réfléchit, avant, dans les logements, il y avait des locaux poubelles et c'était de la responsabilité du bailleur, du propriétaire, etc. Puis un jour, il y a quelqu'un qui a dit, mais si on les enterrait, du coup, quand on les enterre où? Sur l'espace public. Du coup, ça devient une responsabilité de qui? De la puissance publique, financièrement, en gestion. Et là, je me dis, oui, ça m'interroge. Et donc, en fait, quand on explique aux gens, quand on discute, qu'on explique les fonctions, qu'on explique pourquoi les choses ont été faites, accepter qu'on s'est trompé. Accepter et dire, ben, oui, on s'est peut-être trompé. Je pense que c'est beaucoup plus facile à aborder. Donc, oui, moi, je trouve qu'un travail de connaissance de la ville, d'étude de la ville, de tout ce qui existe en termes de bâti, de type de logement, et puis d'espace public, d'espace vert, ça nous a permis de mieux identifier notre projet urbain et puis de le construire progressivement et de se dire, bon, maintenant, on sait à peu près vers quoi on va. Et puis échanger avec les gens, ça nous fait bouger sur nos bases. Et ça, c'est extraordinaire. En fait, il y a des fois, ce que tu dis, là, par exemple, pourquoi on n'a pas accès, c'est trop cher, en gros. Oui. Ça nous amène aussi à nous re-questionner sur comment on fait pour que ce soit accessible. En tout cas, pour qu'une partie soit accessible à la population qui est là. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, comment avoir le droit d'y rester et de se sentir toujours les bienvenus. Parce que c'est ça, à un moment donné, légitime, là où on habite. Et ça nous bouscule. Et on va essayer de chercher des solutions. Il faut accepter d'être bousculé et accepter d'aller chercher des solutions. Et oui, et je reviens sur la question du temps, ça prend plus de temps. Oui. Et on est toujours pressé par le temps. Le chiffre d'affaires, le machin, le truc, le bidule. Non, stop. On fait la ville pour les gens. On la fait pas pour les actionnaires. Enfin, j'exagère quand je dis ça parce que souvent c'est pas des sociétés cotées en bourse, quoique des promoteurs, hein, voilà. Mais c'est ça, c'est de se dire prenons le temps de débattre et de construire ensemble. Il y a des experts, il y a des politiques qui ont une certaine vision des choses, il y a des experts qui ont une certaine vision des choses, il y a des habitants qui non seulement ont une certaine vision des choses, mais c'est eux qui vont habiter là. Oui. Donc, c'est normal de faire avec eux, quoi. Il faut accepter de se faire bousculer. Et ça, tout le monde l'accepte pas. Alors, il faut accepter, je suis d'accord avec toi, de se faire bousculer, et c'est extrêmement important parce que c'est ce qui nous sort justement de l'erreur, entre guillemets, s'il y a erreur, mais qui nous permet d'aller voir ailleurs et de se projeter différemment en écoutant les gens. Mais
c'est vrai, il faut prendre son temps et on est aussi en but à une contradiction. C'est que nous, on pense qu'effectivement, il faut du temps, mais les gens qui ont besoin de logement, les gens qui sont en attente, eux, il faut que ça aille vite. Et c'est un peu la difficulté, c'est que on aimerait pouvoir répondre, mais il y a des priorités en fait. Moi, je veux un logement, puis après on verra le reste. Voilà, donc c'est quelquefois un peu... et quand on leur dit, ou quand on discute, on dit, ben, il faut le construire. Il y a des choses qui sont entendables, qu'on peut travailler. Et donc, je pense qu'il faut phaser, il faut peut-être organiser le territoire de façon à répondre à une première intention de logement et puis construire autre chose à côté, des projets qui montrer que c'est possible, montrer qu'on peut travailler autrement le logement, qu'on peut travailler autrement les partenariats, qu'on peut s'entendre chacun en fonction de ses contraintes. Mais oui, les gens qui ont besoin de logement ne souffrent pas d'attendre. Et c'est là où ça pose la question de finalement, est-ce que les logements sociaux, puisqu'on parle des logements sociaux dans ces cas-là, en l'occurrence, est-ce que c'est normal qu'il n'y en ait pas partout? Tout à fait. C'est une vraie question qui pourra faire l'objet peut-être d'un autre épisode. Oui. Parce que là, si on me lance là-dessus, je suis inarrêtable. T'as vu, je t'ai tendu la perche. Hein. Non, c'est super intéressant, effectivement. Mais je pense que on en parlait tout à l'heure en off, mais venir avec des certitudes. Ouais. Et ne pas se reposer des questions, revenir, une interaction avec la réalité, finalement, avec les gens qui sont sur le terrain. C'est vrai que c'est difficile à faire, parce que effectivement, il faut je dirais une osmose avec tous les partenaires autour de ce projet qui font la ville, en fait. Vous avez chacune apporté un objet qui vous symbolise, qui vous ressemble en votre parcours professionnel. Est-ce que vous pouvez nous en faire part, Delphine? Alors, je vais vous en faire part, mais je l'ai pas. Très bien. Parce que je l'ai perdu. Donc, c'est un très beau stylo plume qu'on m'avait offert à mon départ de l'OPH de Bobigny, il y a maintenant quelques années, puisque c'était en 2014. Et j'avais été très, très touchée par ce cadeau. Qui était le cadeau des salariés de l'OPH, quoi. Donc, j'avais ça, puis d'autres trucs, mais ça, je sais pas, ça m'avait profondément touchée. Et en plus, je m'en suis servi tout le temps. Et j'écrivais tout le temps avec. Tous les jours, voilà, j'avais mon petit stylo plume avec mes petites cartouches d'encre que j'utilisais. Et pour rien au monde, j'aurais changé. Et je l'ai perdu. Et là, j'étais pas contente. Et voilà. Mais j'y pense encore, du coup. C'est marrant. Mais voilà, c'est mon petit objet fétiche. L'écriture. C'est ça. Ouais, l'écriture. Puis le lien avec qui te lie avec. L'écriture et le lien aux gens, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Et toi, Samia? Alors moi, c'est quelque chose que j'ai toujours sur moi, mais constamment. C'est mon parfum. L'odeur. Voilà, c'est l'odeur, parce qu'il a une odeur de mer. Et la mer, c'est mon élément. Enfin, c'est mon élément, c'est essentiel pour moi. Et c'est une odeur qui est apaisante et qui m'apaise, qui me reconnecte en fait. C'est mon odeur, je la connais, elle m'apaise et puis je me retrouve. Voilà, je me retrouve dans la mer. Voilà. Et elle ne me quitte jamais. C'est bien, ça t'apaise. Oui, oui, oui. Comme la mer. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Je l'ai dans mon sac de temps en temps. Des moments Les de gens stress. dans l'ascenseur me disent « Ah, on t'a senti passer !» Ben voilà. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Durant vos années d'expérience, vos années de travail, vous avez certainement rencontré des moments magiques, des personnalités, des moments marquants. Est-ce qu'il y en a un qui se démarque ou vous voulez nous en parler et qui fait un peu état de ce qui est fort pour vous dans votre expérience professionnelle?
Allez, Samia. Professionnel, moi, je dirais pas. Si, professionnel, mais ça remonte à tellement. Mais politique, oui. Politique, non, j'hésite en fait. Je crois qu'il y a vraiment deux personnes qui ont marqué mon parcours, mais c'est très intime, donc c'est toujours un peu compliqué. C'est bien évidemment mon papa. Voilà, son parcours, son enseignement, ses convictions. Vraiment, je pense que c'est mon papa. Et puis ma maman. Vous voyez, c'est basique, mais j'ai eu à un moment l'occasion d'échanger avec ma maman et elle me dit, et une femme donc qui ne sait ni lire ni écrire, qui a élevé ses enfants, qu'on a eu beaucoup, voilà. Et elle m'a dit, mais quand je te vois, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à ton époque? Voilà. Et si c'était à refaire, je ferais comme toi. Et c'est là où je lui dis, mais en fait, si je suis comme ça, c'est justement aussi parce que j'ai appris avec elle, parce que j'ai fait avec elle. C'est aussi sa vie, la nôtre, qui m'a poussé aussi vers ça. Et ce sont deux personnalités qui m'ont profondément marqué. Et puis, bien sûr, mais je suis obligée de parler de cette troisième personne. Finalement, il n'y en a pas qu'une, hein, parce que je crois que tout au long de sa vie, on en rencontre tellement. Enfin, on en rencontre. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. Je crois qu'il faut savoir les voir aussi. Et il y en a un qui m'a profondément marqué, c'est Gilles Garnier, qui est donc un des premiers politiques avec qui j'ai pu discuter politique et puis envisager de faire de la politique de façon. Et son esprit, sa liberté de penser, sa liberté de voir les choses et d'être assez très ouvert finalement, cette ouverture, cette culture qu'il avait m'ont complètement embarqué en fait. Et c'est en termes de politique, c'est avec lui que j'ai commencé vraiment à prendre conscience de l'importance pas de s'engager parce que j'étais engagée depuis longtemps, mais de sauter le pas. Et toi, Delphine? Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup, surtout quand on a été dans des milieux militants. Quand on milite, on rencontre des gens extraordinaires. Donc c'est toujours, ça marque toujours nos parcours de vie. Je dirais moi, et ça va peut-être étonner Samia, mais il y a quelqu'un qui m'a particulièrement marqué dans mon parcours, c'est l'ancien maire de Noisy-le-Sec, Jean-Louis Mons, qui d'abord était une personne assez extraordinaire dans sa connaissance d'à peu près tout, y compris dans sa connaissance de maire, sur les enjeux, la ville. Il m'a d'abord fait confiance. Et ça, c'était quand même. Je trouve que voilà, j'étais assez jeune, donc faire confiance à des jeunes, leur donner la possibilité, la parole. Moi, je travaillais au sein de son cabinet de maire, mais je crois que sur tous les discours que je lui ai écrits, je crois qu'il y en a eu quasiment aucun qui l'a repris. C'était absolument extraordinaire, et c'est pas parce qu'ils étaient parfaits, c'est parce que juste ils laissaient faire. Alors, il y avait des choses qu'il reprenait, évidemment, mais il y avait quelque chose qui était la confiance donnée. Et ça, c'est extrêmement porteur. Et puis, il était d'une grande humanité, même si, c'était quelqu'un assez secret. C'était un maire de dossier. Il n'était pas comme ses anciens maires à aller serrer les mains dans tous les cafés du coin. Et voilà. Mais c'était quelqu'un qui avait une grande humanité et ça m'a beaucoup marqué dans ma carrière professionnelle. Il m'a aidé à me positionner. Et ça, c'était vraiment très chouette. Et j'ai beaucoup regretté sa disparition. Ouais, c'est émouvant, oui, c'est émouvant. Mais c'est vrai que tu viens de dire qu'il t'a fait confiance à un jeune. Et aujourd'hui, déjà, c'est beau, parce que c'est effectivement aujourd'hui une difficulté pour beaucoup de jeunes. Mais au-delà de cette jeunesse, est-ce que en tant que femme,
Voilà, il a fait confiance aussi en tant que femme. Et au travers de cette question, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous vivez aujourd'hui, ou même en étant jeune, toi, ta vocation politique, toi, ta progression professionnelle, comment vous avez géré un peu cette position de femme dans votre environnement? Ce que je dis toujours, moi, dans le cadre de mon parcours en général, hein, c'est que comme je suis une personne, avant d'être une femme, avec un caractère bien trempé, j'ai pas tout de suite compris que je me battais plus que les autres tout le temps. Je crois que c'est dû, en y réfléchissant, en fait, que je suis fille d'une mère célibataire. Et que elle-même, elle a toujours dû se battre parce qu'elle m'a eu jeune en tant que mère célibataire, donc autant dire que c'était très mal vu à l'époque. Et qu'en plus, elle a eu un garçon 10 ans après, toujours en tant que mère célibataire. Donc, j'ai 10 ans d'écart avec mon frère et donc j'étais un peu sa deuxième maman aussi. Donc, il y a tout ce parcours, voilà, mon histoire qui fait que j'ai toujours été en train de me battre, quoi. Surtout, regarder ma mère se battre, moi me battre et puis défendre mon frère et puis me défendre. Enfin, voilà, il y a un truc comme ça qui fait que j'ai construit ma personnalité déjà dans le combat. Je crois qu'il y a un peu de ça. Et du coup, dans la vie de tous les jours, j'ai pas tout de suite perçu les rapports de domination et ce qui pouvait faire que on n'a pas tout à fait la même place que les hommes dans la société. C'est le moins qu'on puisse dire, et notamment dans le milieu professionnel, même dans le militantisme. Hein, et donc, j'ai compris très très tardivement, parce que je l'ai compris il y a une petite quinzaine d'années, je dirais, pas plus, qu'en fait, ce que je vivais, c'était aussi des rapports de domination, des réflexes liés, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, liés au patriarcat et au système patriarcal, hein, que forcément, quand ça fait système, bah, c'est difficile de s'en extraire. Et petit à petit, j'ai repris le dessus par rapport à ça, et petit à petit, j'ai commencé à me positionner vis-à-vis des hommes de manière un peu moins combative et un peu plus, enfin toujours aussi combative, je dirais, mais un peu plus décalée et en rapport avec la réalité surtout, en remettant un peu les choses à leur place. Et je le fais de plus en plus. Et ça m'amuse même de le faire aujourd'hui. Excellent. Et toi, Samia, en femme engagée, politique C'est drôle parce qu'elle dit quelque chose qui est très drôle, c'est que finalement, même elle y prend du plaisir. C'est ça. Et je trouve que, enfin, c'est bien dit et elle a raison. Je vais pas redire ce que dit, parce que je crois que c'est à peu près, t'as un caractère bien trempé, on dit que j'en ai un aussi bien trempé. Et cette nécessité de ne pas être obligé de se battre systématiquement et d'être reconnu pour ce que nous sommes, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est-à-dire qu'en vérité, on ne devrait pas avoir à justifier de quoi que ce soit. Si on est là où on est, c'est parce que on en a les compétences, on en a la volonté, on en a eu envie. Et que moi, à la limite, moi j'ai presque envie de dire, mais j'ai pas de raison à vous donner, j'ai pas à me justifier. Or, malheureusement, en fait, c'est ça. Et on est obligé alors peut-être pas de se justifier, mais on est constamment, en fait, obligé d'être d'être toujours plus, alors que je trouve qu'on en fait quand même déjà beaucoup. Et pour moi, c'est inacceptable moi, je suis à un stade, je le dis hein, clairement, où je suis très... je réagis énormément à ça et je ne laisse rien passer. Parce que je pense qu'à un moment, quand on laisse passer, bon, quand on est plus jeune, bon, mais c'est une rigolade, enfin, j'en sais rien, mais bon, non, en fait, c'est pas une rigolade. Et je ne laisse plus rien passer parce que c'est à
force de laisser passer qu'on n'ouvre pas la porte pour celle d'après, qu'on ne permet pas aux jeunes femmes d'après d'assumer ce qu'elles sont et de ne pas chercher une légitimité en fait. Il y a pas, on l'a la légitimité et c'est ça la difficulté. Mais effectivement, que ce soit en politique, que ce soit en militantisme, que ce soit bon, voilà, nous sommes des femmes. Ouais, puis il y a un truc, c'est on est, on a, et je crois que il y a un double truc, c'est qu'on a tout, quelles que soient nos compétences et quel que soit le niveau de poste que l'on a ou d'engagement, on a toujours une espèce d'un syndrome de l'imposteur. Donc on le porte en nous, on le porte en nous et on est tout le temps en train de se remettre en cause en fait. Et parce qu'on est toujours obligé de se battre, donc on est tout le temps en train de se remettre en cause. C'est quand même assez dingue quoi. Et en plus, parfois, on nous fait remarquer que forcément, on peut pas être compétente sur ce point de vue-là, puisqu'on est des femmes, quoi. Alors, on le dit pas comme ça. Jamais on nous le dit comme ça. C'est à peine voilé. À peine voilé. Ça dépend des gens, mais c'est induit. Après, la deuxième chose, je trouve et je sais pas, Samia, si toi, ça te fait ça aussi, mais je trouve qu'on se doit aujourd'hui, pourquoi moi j'y prends du plaisir et pourquoi Samia, elle laisse rien passer, c'est aussi quelque part parce que ça nous fait du bien déjà, donc c'est déjà pas mal que ça nous fasse du bien. Et puis aussi, moi je regarde les jeunes générations et je pense qu'on a un devoir d'être exemplaire. Moi, je me suis fait bousculer par mon fils, quoi. Mon fils, quoi. Enfin, il est plus féministe que moi. C'est incroyable. Et donc, mais je me suis vraiment fait bousculer. On a eu des discussions assez intenses. On n'était pas d'accord et il défendait des positions qui vraiment m'ont fait me remettre en cause aussi moi sur la façon dont je voyais les choses. Et donc, je crois que il faut déceler dans tous les actes de la vie tout ce qui est ou qui fait système de la société patriarcale. Et c'est pas évident. Des fois, on s'aperçoit que des choses que l'on faisait comme ça naturellement, on se dit mais non, mais arrête tout de suite là, arrête tout de suite. Et ça, je trouve qu'on a le devoir aussi vis-à-vis des jeunes générations. Mais les jeunes générations sont chouettes de ce point de vue-là. Je pense aussi. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Delphine et vraiment, ce qui me paraît vraiment, pour moi aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que le reste est moins important, c'est de redonner la place, de donner, ou que les femmes prennent la place dans les postes de décision, qu'elles soient politiques, entreprises, enfin, peu importe, qu'elles aient une place et qu'elles ne soient pas contestées et qu'elles puissent intégrer finalement les postes de décision, quels qu'ils soient, parce qu'après tout, c'est à peu près la moitié de l'humanité. Voilà. Un peu plus même, je crois. Oui, un petit peu plus. Mais donc, en l'occurrence, que la représentativité des femmes dans les décisions qui les concernent ou qui concernent la société en général soit prise aussi par des femmes. Et du coup, moi, ça me paraît très important pour justement éviter l'écueil des générations qui arrivent et qu'elles n'aient pas à subir ce temps très long des femmes que nous, potentiellement, on a vécu. Parce que le temps des femmes, il est toujours très, très long. Il y a toujours quelque chose qui passe avant. Il y a toujours une priorité, quelque chose de beaucoup, tu vas attendre un petit peu. Mais non, en fait, c'est vraiment, et le jour où on arrêtera de minimiser, en fait, parce qu'on minimise beaucoup ces questions, je pense qu'on aura beaucoup avancé. Et pour moi, c'est essentiel et je trouve qu'on le doit aux générations qui arrivent. On leur doit vraiment. On peut pas les laisser vivre ce que d'autres avant nous ont vécu, que nous, à notre niveau, à notre échelle, on a vécu, et qu'elles soient à nouveau obligées de repartir sur des parcours comme celui-ci, sur des difficultés comme celle-ci. Et malheureusement, que ce soit, quel que soit l'âge, moi j'ai discuté avec des jeunes directrices de grandes entreprises à 40 ans, donc j'ai quand même une grosse différence d'âge avec elles, elles vivent la même chose.
C'est-à-dire la nécessité systématiquement de justifier, de dire, de prouver perpétuellement. On a encore beaucoup de boulot. Et c'est intéressant de ce point de vue-là, je trouve, le mouvement un peu de je ne me qualifie pas par mon genre. Donc le il, le elle, le yel. Et en fait, ça veut dire une seule chose, c'est que chaque individu veut être considéré comme une personne à part entière. Et avec ses qualités, ses défauts, ses joies, ses peines, tout, voilà, tout ce qu'elle est, cette personne, et pas parce qu'elle est un homme, parce qu'elle est un homme, ou parce qu'elle est une femme. Voilà. Et ça, je trouve que c'est assez fort dans les jeunes générations, c'est d'être considéré pour ce qu'on est, point barre, pas pour son genre. Et ça, c'est important, parce que c'est vrai que les femmes en souffrent encore beaucoup aujourd'hui. Et donc, c'est une façon de remettre en cause la société telle qu'elle est. Donc, faut écouter. C'est pas juste des questions de mode, c'est des questions de repositionner différemment les hommes et les femmes dans la société. Et moi, je vais dire, oui, aujourd'hui, en tant que femme politique, ce sont des choses qu'on vit encore. Des combats que nous portons encore, des difficultés que nous avons encore. On est au 21e siècle. Ça fait combien de temps qu'on parle des droits des femmes? Il y a eu combien de lois? C'est pareil pour les discriminations, tout compte fait. Combien de textes qui, pour autant, font que c'est super, on est content. Il y a quand même la loi sur la parité qui fait qu'aujourd'hui, l'obligation est faite. Que s'il n'y avait pas eu cette loi, aujourd'hui, probablement que je ne serais pas là. Mais c'est ça. Et donc, aujourd'hui encore, non. Moi, j'ai juste envie de dire stop. Ça fait. Heureusement qu'il y a effectivement la parité, mais il est dommage d'avoir des lois au lieu justement simplement d'avoir gagner sa place par rapport à ses compétences, à sa personnalité, et non parce qu'on est une femme ou un homme. C'est intéressant ce que tu dis. Gagner sa place. Est-ce qu'aux hommes, on leur a demandé de gagner leur place? Voilà, c'est un lapsus. Ouais, mais après la question de la loi, elle est toute relative parce que elle est nécessaire aussi, parce que c'est comme ça que la société avance, c'est que on établit des lois aussi pour faire cadre et pour aider à avancer. Enfin, je veux dire, quand on a aboli la peine de mort, heureusement qu'il y a eu une loi, voilà, parce que la société n'était pas forcément profondément prête, mais elle a évolué aussi. Donc, la loi permet le débat. Et elle permet d'avancer. Elle a permis le débat sur la parité, elle le permet encore. Mais ça permet d'avancer, donc la loi est quand même nécessaire. Et elle est parfois essentielle pour avancer. Voilà. Mais il ne faut pas que ça, effectivement. Bon, après ce petit débat intéressant, on fait un portrait chinois ? Alors, portrait chinois, ville inclusive. Une question. Si vous étiez un espace public ou un monument dans la ville, que seriez-vous? Samia. Allez, moi je pense que on en a pas échangé un peu. Moi je pense que je serais un beau, un parc public, un square, un jardin, un grand jardin public, ouvert à tous, ouvert à toutes. Et parce que c'est l'apaisement, parce que c'est on y voit tout le monde en fait. On peut y voir tout le monde, quelle que soit l'heure, à quel moment de la journée ou du soir. Que c'est en lien total avec la préoccupation qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'avenir de la planète et des questions de transition écologique qui sont vraiment prégnantes. Et je pense que ça devrait y en avoir partout. Et c'est un vrai lieu de rencontre, où ça devrait être un vrai lieu de rencontre intergénérationnel à tous les niveaux. Et donc vraiment, si j'étais ce serait ça. Donc, c'est toujours on revient au lien, on revient à la mixité, on revient au vivant en fait. Oui, à l'homme. Donc, voilà, au durable, à l'homme.
Delphine? Ça va être un peu dans la même veine. Moi, je serais bien une terrasse de café parce que d'abord, j'adore observer les gens. Et comme je le disais, quand je faisais encore de la photographie, je me baladais avec mon appareil et je photographiais les gens dans le métro, par exemple, des personnes endormies, enfin observer, regarder, capter un peu des choses un peu récurrentes, comment les gens se comportent. Ça m'a toujours passionnée d'observer. Et puis c'est la rencontre, le débat, l'ensemble des populations qui se croisent. La terrasse de café, c'est un peu un symbole dans une ville. C'est l'histoire aussi. Les vieux cafés parisiens, on adore. Ça a marqué la ville et il y a plein de gens qui y sont passés. Donc ouais, la terrasse de café, c'est quelque chose qui me semble bien me correspondre. Mémoire du lieu, toujours le lien aussi, ce qui vous rassemble d'ailleurs. Le débat aussi. Et moi, je rajouterais quand même quelque chose, c'est qu'en fait, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été réalisées sur les bienfaits des espaces verts dans le moral et dans l'apaisement des gens et de leur bien-être psychologique. Et on voit vraiment des différences dans les gens qui ont du vert autour d'eux et de ceux qui sont plutôt dans des zones plus urbanisées avec moins. Ça a un effet, c'est prouvé. Et donc, moi, je me dis que si la terrasse de café, bien sûr, parce que c'est aussi la rencontre inopportune ou complètement inattendue, peut totalement se croiser, s'associer avec un espace vert où là, on a de l'apaisement, des choses qui calment et qui reconnectent aussi les gens avec ce qu'ils sont en réalité, sans agressivité, puis on est un peu égaux devant la nature. En terrasse de café, un peu moins chaud, mais Une terrasse de café dans l'espace vert. Voilà. Mais oui, on est un peu égaux presque quand on se retrouve dans un espace vert. On aura peut-être des façons différentes de l'utiliser, mais du coup, là, on a parlé d'espace, on a parlé effectivement de ce qui, finalement, on revient au lien, aux mémoires du lieu, l'usage. On sent bien que, voilà, finalement, c'est les principes qui vous relient, toi en tant que politique, toi en tant que profession opérationnelle. Est-ce que vous avez un exemple, et là, on parle du logement social, de projets de logement social qui auraient apporté, influencé l'habitant, avec une vraie conséquence où on peut mesurer ce que ça a apporté au quartier, à la ville et à l'habitant. Alors ça, c'est une question compliquée parce que avoir des projets marquants, c'est pas tous les jours. Donc moi, à ma connaissance, j'en ai pas encore eu vraiment dans ma carrière professionnelle. Peut-être la façon dont, quand je travaillais à Gennevilliers, à l'OPH de Gennevilliers à l'époque, peut-être la façon dont la ville travaillait pour concevoir les futurs quartiers, et notamment le quartier centre-ville, l'entrée de ville, où il y avait quand même des ambitions assez folles de faire du beau, du marquant, mais aussi de l'usuel, enfin pour les gens. Ça m'a marqué dans la façon de concevoir le projet, d'allier le tout, c'est-à-dire l'ambition architecturale, parce que c'est quand même un art majeur et ça peut apporter de l'ouverture d'esprit, mais aussi comment il s'inscrit dans un urbanisme, donc comment il vient construire l'espace public et comment aussi il est fonctionnel, agréable, il provoque le bien-être, la qualité de vie pour les habitants. Donc c'est pas un projet en tant que tel, mais c'est plutôt une manière de construire le projet. Et aujourd'hui, c'est vrai que
Alors, l'échange avec les architectes est toujours assez intéressant lorsque vraiment on a de fortes ambitions, etc. Le problème, c'est d'aller faire des projets marquants. C'est très compliqué parce que ce qu'on pourrait imaginer, je pense qu'on est capable d'être très créatif, y compris avec les gens. Parfois, c'est pas très possible à faire dans les conditions actuelles, conditions économiques actuelles. Après, il y a avec notre coopérative d'accession sociale à la propriété, il y a quand même aussi l'habitat participatif et la construction, voilà, avec les habitants. Il y a le projet UTOP à Paris. Enfin, c'est plus un projet d'ailleurs parce qu'il est livré, les gens sont dedans, qui a été porté par Copimo, qui est vraiment un projet de logement social en coopérative d'habitants, porté par un opérateur d'accession sociale à la propriété et en plein cœur de Paris. Donc ça, c'est quand même avec un habitat participatif, donc une construction conçue avec les personnes qui l'habitent aujourd'hui. Donc voilà, ce type de projet, c'est quand même ce qui est intéressant. Mais c'est pas possible tous les jours. Encore une fois, compte tenu des conditions économiques, malheureusement. Alors, toi, Samia? Delphine a une très très grande expérience dans ce domaine-là. Moi, elle est très courte pour le moment, et donc j'ai pas de projet. Enfin, j'en ai quelques-uns dont je ne peux pas parler là tout de suite maintenant. Mais en revanche, moi, je pense qu'en termes de logement social, celui qui a été le plus marquant, c'est celui du début des logements sociaux. Pourquoi? Parce qu'il a véritablement apporté un autre espoir aux gens qui sortaient des bidonvilles et qui n'avaient pas l'eau courante, voilà, et qui ont été relogés avec toutes les malfaçons qu'il y a eu, avec tous les problèmes qu'il y a eu parce qu'il n'y avait pas de chauffage, mais il y avait une salle de bain, il y avait des chambres pour les enfants, et c'est cette transition entre le bidonville où les gens ont vécu pendant longtemps et le passage en logement social. C'est celui que je trouve le plus marquant, puisqu'il a véritablement changé la vie des gens. Et je le redis, même si au moment où tous ces constructions se sorties, on est très loin des exigences que nous avons aujourd'hui, que ce soit en termes d'aspect architectural ou de RT, de je ne sais combien, etc. Mais ça a été une véritable transformation dans la vie des gens. Pouvoir avoir une salle de bain, une cuisine séparée, ne pas être obligé d'aller chercher l'eau à la fontaine, de ne pas dormir tous ensemble c'est moi je trouve. C'est la vraie réponse à la crise. Voilà. Et je dirais, en entendant Samia, je me dis, il y a autre chose qu'il faut noter, c'est que le logement social aujourd'hui, c'est un logement d'une grande qualité. On l'oublie trop souvent. Et moi, je me souviens, dans mon expérience à l'OPH de Bobigny, lorsque il y avait les nouvelles constructions dans le cadre de l'ANRU. Donc, en plus, l'ANRU en centre-ville, parce que Bobigny, c'était des tours en centre-ville, etc. Donc, avec des gros enjeux. Et même encore sur ce qu'on fait aujourd'hui et l'exigence que l'on porte dans la construction de nos nouvelles constructions. C'est qu'on fait du logement de qualité, on fait du beau. Vraiment. C'est-à-dire qu'on apporte une qualité de matériaux, de conception, etc. En tout cas, moi, je sais qu'on a livré quelques logements, j'étais absolument pas satisfaite, j'ai dit plus jamais ça. Je dis, les pièces sont trop petites, les familles, elles vont pas s'y retrouver, j'ai dit plus jamais ça. Donc, on a aujourd'hui une exigence, et c'est un peu ce que j'avais trouvé aussi à Bobigny, et qu'on remet au centre de nos cahiers des charges, on va dire aujourd'hui, c'est d'avoir une qualité du architectural, une qualité du bâti, une qualité des matériaux, une qualité de vie. Et ça, c'est important de le dire parce qu'il y en a encore qui considèrent aujourd'hui que faire ça pour les personnes qui sont éligibles au logement social, c'est
je dirais pas la phrase qui m'a été dite parce que je la trouve vraiment pas belle, mais en tout cas, ce ne serait pas pour eux. Voilà. On donnerait du beau à des gens qui ne le mériteraient pas. Et ça, c'est encore beaucoup dans la tête des gens, et c'est absolument scandaleux, hein. D'abord, quand on sait qu'en plus, 70% de la population française est éligible au logement social, considérer que donner du beau à 70% de la population française, c'est un peu se poser la question de qu'est-ce qui est en train d'être dit là. Voilà. Donc, si on n'est pas dans des problématiques d'ordre social et même, je dirais, de positionnement de classe, si je peux le dire comme ça, je ne sais pas dans quoi on est. Mais donc, c'est important de dire que lorsqu'on fait du beau, pour une grande majorité de la population qui est une grande partie des classes populaires et des populations dites moyennes, en tout cas tous ceux qui construisent nos villes par exemple, ou éduquent nos enfants, ou nous soignent à l'hôpital, et ben c'est se positionner en tout cas du même côté que nous. Oui, mais c'est tellement vrai parce que quand on voit les constructions, alors pas forcément que de logement social, mais surtout, on voit bien comment tout est compacté et comment finalement on réduit et on contraint les gens à vivre en fonction de la façon dont ça a été dessiné. Alors, il n'y a plus de cuisine, c'est très à la mode d'avoir une cuisine ouverte, mais en fait, on sait pourquoi c'est faire, hein. Enfin, des tas de choses comme ça dont on promeut une nouvelle façon de vivre, hein, parce que c'est aussi comme ça que certains nous le vendent. C'est une autre façon de vivre, hein. C'est comme le co-living, quoi. C'est une autre façon de vivre. Mais en vérité, c'est pas ça le sujet. En vérité, c'est le modèle économique. En vérité, c'est le modèle. La réduction des surfaces. Voilà. Et puis, plus les surfaces sont compactées et plus on peut construire et donc plus ça rapporte, en fait. C'est ça. Vous voyez. Et donc oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut revenir à des notions de logement pour tous et toutes et redonner des vrais logements. Enfin, moi, je vois, hein, on est à 2,50. Si j'écoute certains, on passe à 2,40. Hein. Enfin, c'est compact, c'est... En effet, se pose la qualité donc des bâtiments pour le logement social. Moi, je vais changer d'approche. La question, c'est si vous pouviez parler à la personne que vous étiez à 15 ans, quel conseil lui donneriez-vous? Ah ben, je sais ce que je lui dirais. Je lui dirais, ça va être dur, mais accroche-toi. C'est exactement ce que je lui dirais. Ça va être dur, maintenant je peux le dire, hein, mais accroche-toi parce que ça en vaut la peine. Ouais, moi je dirais fais-toi confiance et essaye de croire en tes rêves et essaye de les mettre en œuvre, quoi. Je dirais ça. Parce qu'on est trop ramené en tant que femme encore plus à des réalités qui nous empêchent de faire. Donc ouais, je lui dirais ça. Crois en toi et fais confiance à tes rêves. Plutôt positif, Oui. c'est super, tant mieux, tant mieux. Peut-être le mot de la fin, un mot ou une phrase qui peut résumer un peu l'échange qu'on a eu aujourd'hui et voilà, votre ressenti pour conclure un peu cette émission. Bah, c'est toujours agréable de discuter autour des problématiques qui nous habitent tous les jours, mais par un autre biais. Puis, ouais, c'est parce qu'on on débat, on avance, on réfléchit, on sort de cet entretien un petit peu plus rempli de nouvelles choses, quoi. Donc, moi, on recommence quand? Super, merci. Ben oui, moi je trouve que vraiment on recommence quand. D'abord parce que c'est bienveillant et je trouve que le fait que ce soit bienveillant, ça permet vraiment de s'exprimer. C'est jamais évident, hein, de parler parce qu'on touche malgré tout à des choses qui sont intimes et des choses qu'on porte depuis longtemps. Donc moi je dirais oui, quand est-ce qu'on recommence? Et je dirais quand est-ce qu'on recommence avec aussi un homme avec nous.
Parce que je pense que les sujets que nous portons sur la place des femmes, sur ces batailles, enfin ces aspirations, elles ne doivent pas être portées que par des femmes. On doit être accompagné des hommes. Je veux entendre l'accompagnement. Enfin, j'aimerais bien entendre les hommes et nous sentir soutenus, accompagnés dans ce que nous portons. Et donc, je trouve que un homme en plus, d'abord, pourrait entendre ce qu'on a à dire et pourrait aussi s'exprimer. Et voilà. Je crois qu'on ne pourra avancer sur ces questions féministes au sens large, mais qu'avec les hommes. Eh ben, avec plaisir. Ben, merci beaucoup. Merci à vous pour ces moments enrichissants et inspirants. Nos échanges nous rappellent combien il est essentiel de transformer la ville sans effacer, en plaçant les habitants et les habitantes au cœur des projets, pour bâtir des quartiers plus inclusifs, plus durables et plus vivants. Merci à vous de nous avoir suivis. J'ai hâte de vous retrouver et de poursuivre cette réflexion dans nos prochains épisodes des Bâtisseuses. Les villes se façonnent avec audace, passion et engagement. À toutes celles qui osent, à vous de poursuivre ce chemin.